C'est en 1995 que le gouvernement sénégalais a lancé la réforme de l'hydraulique urbaine et de l'assainissement. 8 ans après, l'État, les professionnels du secteur et les bailleurs de fonds ont organisé un atelier le 1er octobre 2003 au Novotel de Dakar. Objectif, évaluer le chemin déjà parcouru et jeter les bases d'un cadre institutionnel du secteur après 2006. Car c'est à cette date que le contrat d'affermage entre l'État et la SDE, la Sénégalaise des eaux, arrive à expiration. Rappelons que la SDE est l'une des 3 sociétés issues de la réforme à côté de la SONES et de l'ONAS. Une étude a donc été confiée à un groupe de consultants franco-belgo-sénégalais. L'étude, qui doit durer 11 mois, a été lancée à l'issue d'un atelier organisé donc au Novotel de Dakar sous la présidence du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. À la cérémonie d'ouverture, tous les orateurs se sont mis d'accord sur le fait que tous les acteurs impliqués dans le secteur ont joué le jeu, à commencer par le gouvernement sénégalais qui a respecté la presque totalité de ses engagements, à en croire les mots du représentant de la Banque mondiale. La première réforme du secteur de l'hydraulique urbaine et l'assainissement, initiée en 1995, avec l'appui de la Banque mondiale et d'autres partenaires, a incontestablement atteint ses objectifs. Elle constitue aujourd'hui un modèle réussi de partenariat public-privé qui est en train d'inspirer d'autres pays en développement. Le succès de cette réforme repose sur un bon équilibre entre les objectifs d'amélioration de la qualité du service et de maîtrise des coûts et les solutions adaptées pour la levée des contraintes liées au financement des investissements et la restauration de la viabilité à long terme du secteur. Je salue également la volonté politique du gouvernement du Sénégal qui a respecté l'essentiel de ses engagements et appliqué une politique sectorielle qui permet d'être optimiste pour l'avenir. La Banque mondiale, qui a activement participé à la préparation de la réforme, a aussi soutenu sa mise en œuvre à travers 2 importants programmes d'investissement, le projet sectoriel d'eau et le projet sectoriel eau à long terme, le PLT. Depuis 1995, le montant total du concours de leader au secteur de l'eau et l'assainissement au Sénégal a porté sur un volume d'investissement de 225 millions de dollars, ce qui constitue aujourd'hui notre plus important engagement dans le pays. À cet égard, je voulais souligner que la mise en œuvre de ces 2 projets constitue l'un des éléments de notre portefeuille qui donne aujourd'hui le plus de satisfaction. L'application rigoureuse des procédures de passation des marchés de la banque et la transparence des appels d'offres à laquelle nous veillons particulièrement ont contribué à la réalisation d'économies substantielles, estimées à près de 30% par rapport aux estimations initiales du budget du PSE. Cela s'est récemment confirmé dans le PLT à travers l'appel d'offres de la conduite KMS Gale. La mise en concurrence transparente de la fonte et l'acier, recommandée par la Banque mondiale, qui a supervisé étroitement toutes les étapes du processus d'appel d'offres, a permis de réaliser des gains financiers importants qui sont réaffectés à d'autres composantes du projet. Contrairement à ce qui a été dit la semaine dernière dans un journal local, la Banque mondiale a joué un rôle de premier plan dans la réussite de cet appel d'offres, qui fera d'ailleurs l'objet d'une étude de cas qui sera publiée localement pour tirer des leçons au profit d'autres opérations similaires. Mesdames et messieurs, revenons à l'objet principal de cette rencontre. La Banque mondiale souhaite que la réflexion soit ouverte en vue d'identifier des options permettant de consolider les acquis de la réforme actuelle, tout en renforçant l'autonomie décisionnelle et la capacité financière du secteur à faire face à ses obligations d'investissement en dehors des finances publiques. Cela permettra dans le futur de diriger les fonds concessionnels de type IDA sur l'hydraulique rurale et l'assainissement, en ciblant particulièrement les populations les plus démunies pour aider le Sénégal à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Comme lors de la première réforme, la Banque mondiale suivra avec attention les recommandations de l'étude institutionnelle et se tient à la disposition du gouvernement du Sénégal pour donner son avis sur les options envisagées et accompagner la mise en œuvre de la solution retenue. Pour le ministre Modou Diagne Fada, l'alimentation en eau potable et l'assainissement constituent une super priorité pour le gouvernement sénégalais. Après avoir rappelé les efforts consentis depuis la réforme de 1995 avec un investissement sans précédent de 300 milliards de francs CFA, le ministre s'est félicité des résultats obtenus
tout en précisant qu'il faut consolider les acquis et aller plus loin dans les performances. En milieu urbain et pour la ville de Dakar en particulier, la situation se caractérise aujourd'hui par une amélioration notable de la qualité du service d'approvisionnement en eau des populations. Ce résultat a été obtenu grâce à la réforme institutionnelle du secteur de l'hydraulique urbaine et de l'assainissement intervenue en 1995. Permettez-moi de réfléchir avec vous sur 3 points clés qui me semblent caractériser les succès de cette réforme, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le représentant de la Banque mondiale. D'abord, la réforme s'est opérée dans l'intérêt de l'économie nationale et dans la préservation d'un bon climat social au sein de l'ex-SONES. Aucun licenciement n'a été directement causé par la réforme. Les travailleurs se sont tous retrouvés dans les différentes entités issues de la réforme avec la préservation de leurs avantages sociaux acquis. Ils ont obtenu 5% des actions de la société commerciale aux côtés d'opérateurs privés nationaux qui contrôlent aujourd'hui le tiers des actions de la Sénégalaise des eaux. Il ne s'est pas agi dans la réforme du Sénégal d'une vente d'actifs. Il n'y a pas eu à proprement parler de privatisation du secteur de l'eau. Le patrimoine est resté entièrement propriété de l'État du Sénégal. La leçon à tirer, c'est que la concertation permanente avec les acteurs sociaux, notamment les travailleurs et les milieux patronaux, est une condition essentielle pour le succès de toute réforme. En deuxième lieu, la réforme a été accompagnée d'un important programme d'investissement. En effet, grâce à cette réforme, l'État du Sénégal a pu mobiliser un investissement sans précédent pour le secteur, de l'ordre de 300 milliards de francs CFA sur la période 1996-2006 auprès des bailleurs de fonds et du secteur privé à travers le projet sectoriel eau et le projet eau à long terme. Ces investissements ont permis, pour l'approvisionnement en eau potable, d'augmenter de 125 000 m3 jour la capacité de production en eau potable pour Dakar grâce à la réhabilitation de la station de traitement de Nit, la réalisation de 11 nouveaux forages dans le littoral nord et la construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau potable à Keur Momar Sarr qui sera opérationnelle en juin 2004. L'alimentation en eau potable de la ville de Dakar est ainsi garantie jusqu'à l'horizon 2015. Cela aussi a permis de réhabiliter l'équivalent de 250 km de conduite vétustes en fonte ainsi que 70 000 branchements à l'eau potable, ce qui a permis d'atteindre aujourd'hui un rendement de réseau de 80%, de faire bénéficier aux populations les plus pauvres de 80 000 branchements sociaux au réseau d'eau potable et de 400 bornes fontaines. De mieux connaître et de mieux gérer nos ressources en eau, constituées principalement de la nappe profonde dite du Maastrichtien et du lac de Guiers par le biais des études réalisées par la Direction de gestion et de planification des ressources en eau. En ce qui concerne l'assainissement, cela nous a permis le raccordement à ce jour au réseau collectif d'égouts de 10 860 ménages sur un objectif de 13 000 dont la réalisation est en cours. La mise en œuvre du programme de réhabilitation et de renforcement de la station d'épuration de Cambérène, la réalisation d'une unité de traitement tertiaire et d'adduction au golfe du Technopole. La réalisation des travaux de drainage des eaux pluviales de Saint-Louis, diminuant ainsi l'effet des inondations dans les zones d'habitation de la vieille ville. La mise en œuvre du programme d'assainissement de la ville de Rufisque, ainsi que le démarrage d'importants programmes d'assainissement des quartiers périurbains de Dakar, qui consiste à la réalisation de 60 000 ouvrages individuels et de 160 systèmes semi-collectifs au bénéfice d'une population estimée à 400 000 habitants. Retenons enfin que les 3 sociétés issues de la réforme, à savoir la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES, la Sénégalaise des eaux, SDE, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, sont dans une situation financière satisfaisante.
3 importantes communications ont été faites après la cérémonie d'ouverture. Le premier exposé a été présenté par M. Yen Fay, le directeur de l'hydraulique. Ce dernier a rappelé les grandes orientations de la politique du gouvernement en matière d'hydraulique urbaine. Il a ensuite présenté les acteurs impliqués dans le secteur depuis la réforme de 1995 en insistant particulièrement sur les performances réalisées au plan technique et financier. L'implication du secteur privé dans la maintenance, dans la gestion de l'eau en milieu urbain. S'agissant de l'équipe financière, il était prévu la réalisation d'importants investissements pour résorber le déficit en eau de Dakar, mais également améliorer l'accès à l'eau potable. Également, nous avons enregistré un enregistrement tarifaire pour équilibrer le secteur et un plan d'action a été mis en œuvre qui consistait à faire de manière à ce que les factures, surtout dans l'administration, soient payées à bonne date. Les consommations d'eau des administrations soient également réduites parce que ça contribue en grande partie au déficit en eau de Dakar. Et aussi un plan d'action pour réduire le volume d'eau potable. Quant au coordonnateur du projet eau à long terme, il a d'abord précisé que la clé pour la réussite de toute réforme, c'est d'abord la maîtrise de la politique d'investissement. Mohamed Fadel Ndao a ensuite rappelé les objectifs du projet sectoriel eau avant d'évoquer les résultats obtenus par les 3 sociétés issues de la réforme, à savoir la SONES, la SDE et l'ONAS. Pour la SONES, par exemple, les efforts qui ont été faits en termes de hausse tarifaire annuelle ont permis à la SONES d'atteindre l'équilibre financier au 31 décembre 2003, tel que c'était prévu dans les objectifs du projet et de la réforme du secteur. Aujourd'hui, la SONES respecte tous ses engagements vis-à-vis de l'État et des bailleurs de fonds. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est la SONES qui paye l'entièreté du service de la dette du secteur. L'ASD est également une société privée qui a des résultats nets positifs depuis 1999 et qui a donc des performances financières tout à fait satisfaisantes. L'ONAS, qui était l'une des grandes préoccupations de la réforme au départ, en ce qui concerne un peu sa viabilité financière, des efforts importants ont été faits au niveau de l'ONAS, qui a permis de dégager déjà un premier excédent budgétaire au 31 décembre 2002. Et la nouvelle grille tarifaire que nous avons mis en place cette année permettra à l'ONAS d'atteindre un équilibre partiel de son exploitation. Donc des résultats très encourageants ont été obtenus en ce qui concerne le renforcement de la capacité de gestion financière de ces sociétés qui étaient issues de la réforme. Il y a une capacité de production qui est largement suffisante pour faire face au déficit. Là, ça a été obtenu, comme je l'ai dit, grâce à la réhabilitation de la station de Nîmes, à la réalisation de 11 forages sur le littoral nord et au doublement de la conduite entre Géoul et Dakar. Des efforts ont été également menés en termes d'accès à l'eau potable grâce à la réalisation de près de 80 000 branchements sociaux et 400 km d'extension des réseaux dans les quartiers les plus pauvres. Et également 400 bornes fontaines ont permis à des populations dans les zones périurbaines de disposer, d'avoir accès à la ressource. Le nombre d'abonnés, donc grâce à cette politique hardie de branchement qui a été financée dans le cadre du projet sectoriel eau, je dis qu'au départ on avait prévu 36 000 branchements sociaux dans le projet et à la fin on se retrouve dans le cadre du PSE avec presque 80 000 branchements sociaux qui ont été réalisés. Ceci pour faire écho un peu au discours du représentant de la Banque mondiale, grâce aux reliquats importants que nous avons obtenus dans les appels d'offres. Donc aujourd'hui, la SDE gère une clientèle estimée à presque 344 000 abonnés, et donc une croissance qui est quand même assez importante en 6 ans. Les performances techniques du secteur ont été également largement améliorées. En termes de rendement, nous sommes passés de 69,5% à 80%. Bien que l'objectif de 85% qui est fixé dans le cadre du projet n'a pas encore été atteint, mais ça également c'est l'un des défis de l'étude institutionnelle et de voir un peu comment y arriver. La qualité de l'eau obtenue a été également conforme au contrat qui a été signé.
Donc ici, il y a quelques slides qui montrent l'évolution des rendements de réseau, qui était parti au niveau de la prise de service, on était à 68,2%, et en 2002, on était à 78%, mais je crois savoir, la SDE pourra confirmer qu'aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 80%. En ce qui concerne l'assainissement, comme je dis, c'était un secteur qui était en retard, mais des efforts ont été faits en termes d'extension de réseau, en termes de facilitation des branchements pour les populations les plus pauvres, ce qui a permis d'aboutir aux résultats qui sont affichés. Plus de 10 000 branchements réalisés, 55 km d'extension, et donc près de 100 000 personnes supplémentaires qui ont pu bénéficier, grâce aux efforts du projet, à des branchements à l'égout satisfaisants. La gestion des ressources en eau a été également un des éléments importants du projet. Donc Mme Seck certainement y reviendra tout à l'heure, mais la nappe profonde qui dessert pratiquement 4/5 de la population a été étudiée, étudiée de manière exhaustive, et ce qui a permis de disposer aujourd'hui d'un modèle qui marche au niveau du service de la direction de gestion des ressources en eau. L'étude du lac de Guiers a été également finalisée dans le cadre du projet, et un dispositif réglementaire a été mis en place, tel que la création du Conseil supérieur de l'eau et des décrets d'application portant sur le code de l'eau. Donc en conclusion, à 6 mois de la date de clôture du projet, donc là le projet va être clôturé en juin 2004, donc le projet a vraiment atteint tous ses objectifs de développement. Au départ, le gouvernement voulait une solution qui puisse satisfaire, donc remplir ce gap-là jusqu'à l'horizon 2030, mais finalement, une option de prolongement de la conduite du lac de Guiers, du lac de Guiers et de la réalisation d'une station de traitement à Kero-Marsar a été retenue pour avoir une visibilité jusqu'aux alentours de 2010-2012. Voilà, donc je suis passé très rapidement sur les objectifs du PLT, qui consiste donc, comme je l'ai dit, à satisfaire la demande en eau potable à moyen et long terme pour la ville de Dakar, qui consiste également à renforcer l'assainissement. C'est pourquoi nous avons une composante assainissement très très forte dans le projet long terme, et le financement de cette composante assainissement a pu être facilité par les efforts internes qui ont été faits au niveau de l'ONAS en matière de gestion financière et en matière de passation de marché, et également par la disponibilité d'études de plans directeurs. Étant donné qu'il y avait une nouvelle eau qui allait être produite dans le cadre du PLT, il fallait absolument qu'il y ait une composante assainissement pour atténuer les impacts négatifs de l'arrivée de cette nouvelle eau sur Dakar, qui allait avoir pour conséquence d'augmenter les rejets dans les milieux naturels. Ce fut ensuite la présentation de l'étude par le groupe de consultants. Les membres du cabinet ont d'abord présenté la méthodologie qui sera utilisée pendant l'étude, notamment les différentes étapes de l'étude et le calendrier d'exécution. Ils ont aussi abordé tour à tour les différents aspects financiers, techniques et juridiques. L'étude se fait en 2 phases. La première, c'est le diagnostic et les scénarios de réforme. Donc l'étape 0, préparation du diagnostic, c'est un petit peu ce que nous avons réalisé la semaine passée en rencontrant l'ensemble des acteurs du secteur. Et puis nous sommes arrivés à l'étape numéro 1, qui est l'atelier de démarrage, donc 1er octobre. Nous allons ensuite travailler à finaliser ce diagnostic, et puis il y aura une deuxième rencontre en décembre, l'étape numéro 3, un deuxième atelier, où en fait on va vous présenter des identifications de scénarios institutionnels possibles, pour ensuite, une fois que ces scénarios auront été présentés et puis un petit peu précisés, dérouler des instruments techniques et financiers pour pouvoir sélectionner le scénario à retenir en toute connaissance de cause, des aspects techniques, juridiques et également financiers, pour pouvoir bien évaluer les réformes que nous proposons. Donc cette étape 4 sera pour fin mars. Fin avril, il y aura une étape spécifiquement juridique, l'adaptation du cadre juridique. L'étape 6, ce sera le séminaire de présentation de la réforme. Donc sur 11 mois, l'étude permettra d'aboutir à effectivement un projet de réforme qui sera présenté à l'ensemble des acteurs et aux décideurs politiques. Donc en ce qui concerne les groupes de travail, il y a 3 groupes qui ont été définis. Un groupe de travail juridique, un groupe de travail financier, un groupe de travail technique.
Donc ces groupes en fait ont été, disons que les personnes qui devaient constituer ces groupes ont été désignées, et on a tenu hier matin une première réunion de démarrage pour un petit peu mettre à plat comment on comptait travailler ensemble, dans quelle organisation, avec quel délai, quel timing, etc. Donc ces groupes vont vraiment permettre, ce sera le point clé pour qu'il y ait vraiment une appropriation et un transfert de compétences entre l'équipe de consultants et puis les partenaires du projet. Et donc les activités qui seront menées au sein de ces groupes porteront sur le diagnostic, sur la présélection des options et la sélection des propositions, et puis le développement des instruments qui vont servir à mesurer ces options, donc un plan stratégique, des projets de texte de contrat, tout ce qui est programme d'investissement, modèle financier. Donc tous ces instruments seront co-développés ensemble, on va co-réfléchir pour permettre en fait que chacun soit formé aux instruments. Voilà, donc la deuxième partie de la présentation, c'est en fait le cœur les points clés en fait du secteur et qui vont mener en fait notre étude. Donc ça démarrera par un rappel de la situation actuelle du service de l'eau donc au Sénégal et qu'on pourra comparer grâce à un benchmarking à ce qui se fait ailleurs. Ensuite, on discutera des objectifs et contraintes de la réforme de deuxième génération. Ensuite, on discutera des moyens qui ont été mis en œuvre déjà au plan institutionnel, financier, technique et juridique, et surtout de ce qui reste à faire pour aller plus loin. Enfin, on discutera un petit peu du benchmarking international sur comment se passe la sélection des opérateurs privés, quel type de régulation ou de contrôle on trouve dans le secteur de l'eau, et ce qui peut nous inspirer pour la réforme au Sénégal. Nous avons ici 6 pays et 2 types d'organisations. Une organisation dans laquelle le secteur privé est impliqué, c'est le cas ici, c'est le cas en Côte d'Ivoire avec le même opérateur, et c'est le cas au Gabon. Et 3 organisations purement publiques, l'ONEA, Burkina, la GIRAMA, Madagascar, et la SNEC au Cameroun, dont la gestion déléguée est marquée en cours, mais a été abandonnée, donc c'est toujours une gestion publique. La première partie du tableau, ce sont des données physiques. Le produit intérieur brut, la population desservie, le nombre de centres, la longueur du réseau, le nombre d'abonnés, et un facteur qui donne une idée de la typologie du réseau, c'est le nombre d'abonnés par kilomètre qui marque la concentration de mettre en évidence les bons résultats, et ils sont en vert, et ceux qui sont perfectibles, ils sont en rouge ou en marron. Dans les données physiques, nous avons fait apparaître une densité élevée du réseau, c'est le réseau le plus dense de notre échantillon. Nous avons mis une couleur verte pour dire que c'était un bon résultat. C'est un résultat qui est nuancé parce qu'on peut toujours obtenir une très grande concentration de réseau en se contentant de desservir les zones les plus denses. Et on pourrait dire aussi que c'est un mauvais résultat parce que si on a une densité élevée, ça signifie qu'on n'a pas fait l'effort de développer les réseaux dans les zones où l'habitat était moins dense. En ce qui concerne le rendement de facturation, c'est un élément qui est perfectible. Il est de 78% en moins de 10 ans, en 8 ans. Et tout le monde espère ici, je pense, qu'il atteigne les meilleurs résultats de notre échantillon, c'est-à-dire devienne comparable à celui de la Côte d'Ivoire. L'indice linéaire de perte auquel nous attachons, nous autres, plus d'importance qu'au rendement, puisqu'il donne vraiment une image de la maintenance du réseau et de sa qualité. C'est également perfectible, mais il faut savoir qu'au début de la réforme, en 1995, il était sensiblement double de ce qu'il est aujourd'hui, donc la tendance va dans le bon sens. Un très bon résultat serait de s'aligner sur le résultat de la Côte d'Ivoire, mais ça nécessitera probablement beaucoup de travaux de réhabilitation du réseau.
Les moyens à mettre en œuvre par rapport à cette première génération, donc c'est alors créer un cadre d'intervention de l'État plus opérationnel à travers une planification des investissements. Bon, c'est déjà largement, ce cadre existe déjà largement, mais enfin il faut toujours l'améliorer. Ensuite, régulation multi-opérateurs. Il y aura peut-être sans doute d'autres opérateurs, donc il faut également constituer un cadre qui permette cette régulation. Et comme le fait actuellement l'État, la tarification. Et alors, Serge Loumet reviendra certainement sur le cadre pour l'arbitrage qui a peut-être fait un peu défaut. Enfin, du moins, il y a eu des instances qui ont joué un rôle d'arbitrage dans la réforme précédente, mais les acteurs souhaitent que ce cadre soit renforcé. Ensuite, les moyens de la police de l'eau, c'est fondamental donc, pour la protection de la ressource. Là, je crois que la constitution du cadre n'a pas permis encore de dégager des moyens suffisants. Donc là, il s'agira de préparer ces moyens, enfin de définir et ensuite de les constituer. Dans tous les pays au monde, même les pays plus développés, il y a un double financement public et privé, même que ce soit dans les pays les plus libéraux, il y a des financements publics associés au service de l'eau. C'est d'autant plus nécessaire au Sénégal. Ensuite, renforcer la capacité de réalisation de financement du programme d'assainissement. Je crois que c'est là effectivement où il y a eu un certain nombre de retards. Donc, en ce qui concerne les moyens financiers, donc il y a, comme l'a rappelé le représentant de la banque, des moyens financiers très importants. Alors nous, on les a évalués un peu plus que M. Fanel-Dao. Je pense qu'il y a d'autres financements en dehors du PSE et du PLT. C'est peut-être un peu inférieur à 600 millions de dollars, mais ça dépend du taux de change qu'on utilise. Mais c'est très proche en tout cas, ça représente 140 dollars par habitant sur 10 ans et 100% du chiffre d'affaires généré sur la période. Alors ensuite, des financements sous forme de subventions et à des conditions concessionnelles, avec un taux d'intérêt moyen annuel de 3,5%. Là aussi, on ne va pas dans le futur révolutionner le financement et puis brusquement emprunter sur 10 ans à des taux privés de 8 voire 10%. Donc c'est certainement ce qui a été un des succès de la réforme, c'est la maîtrise des coûts d'exploitation. Ensuite, le paiement des consommations par les usagers, et donc, comme je l'avais dit, par l'État. Pour les petits consommateurs, 2/3 du prix de vente de l'eau est subventionné. Donc, les petits consommateurs payent 1/3 du prix de l'eau. Hein. Alors ça, c'est évident, une charge très lourde qui va sans doute demander des financements de plus en plus lourds. Il faut peut-être réfléchir sur le mode de subvention des petits consommateurs. Peut-être développer une autre grille de subventions, mais ça, c'est pas facile à mettre en œuvre. Et ça repose sur un encadrement social qui n'existe pas forcément. Ensuite, l'équilibre de trésorerie du service de l'eau. Donc ça, c'est évidemment le point qui a été noté par les autres interlocuteurs précédents. Donc, les moyens à mettre en œuvre, poursuivre des investissements, comme l'a rappelé Charles Tribège, l'amélioration du rendement est liée à une poursuite des investissements, de renouvellement. Donc on pense que maintenir le rythme des 10 dernières années, ça paraît difficile, donc on peut se fixer un objectif de 60% du chiffre d'affaires. Dans les pays où le réseau est entièrement développé, c'est de l'ordre de 20%, 25%. Donc là, on reste à un rythme très élevé d'investissement. Ensuite, poursuite des financements concessionnels à travers un système de financement mixte public-public. Quand j'entends public, c'est bailleurs de fonds internationaux. Maintien de prix de vente subventionnés aux plus pauvres, comme je l'ai souligné, avec les difficultés que ça peut poser avec le développement des branchements sociaux. Accroissement du financement des investissements de renouvellement du service de l'eau à travers le prix de vente, donc progressivement faire payer les usagers le renouvellement des équipements.
la tendance a été engagée, elle doit être accrue. Instauration d'une redevance d'assainissement pour les usagers ordinaires et les industries raccordées au réseau collectif. Là aussi, une taxe a été mise en œuvre pour l'assainissement. Nous, on l'appelle taxe, on peut l'appeler redevance. On l'appelle taxe parce qu'elle couvre, elle n'est pas liée à un service, elle couvre l'ensemble des usagers dans les réseaux collectifs. On peut imaginer qu'elle peut servir à financer ou à subventionner les branchements, plutôt l'assainissement autonome, excusez-moi. Donc, pourquoi pas la développer sur l'ensemble des villes non assainies, ce qui permettrait aussi de financer le développement de l'assainissement autonome dans ces villes, et en contrepartie, faire payer sous la forme d'une redevance les utilisateurs du réseau collectif. Il y a deux lois principales, un code de l'eau qui est assez ancien, qui date de 1981, et une loi de 1995 qui a organisé la forme actuelle du secteur avec deux acteurs principaux, et qui est aussi finalement une loi assez succincte. Donc je dirais que le bilan, c'est que ce cadre légal qui est assez minimal par rapport à ce qu'on connaît dans d'autres pays a bien fonctionné. C'est évidemment parfait, mais il est tout à fait perfectible. Perfectible dans le sens d'une clarification de certains éléments, donc pas d'une rupture par rapport à ce qui était envisagé, mais une clarification qui éviterait des conflits d'usage et qui faciliterait l'exploitation dans le futur, et aussi en termes de sécurisation, parce qu'il y a des éléments aujourd'hui qui apparaissent sur le plan juridique au niveau des contrats, alors qu'ils pourraient prendre place de manière claire et moins sujette à interprétation au niveau légal. Le cadre organique sectoriel, donc c'est le décret de 95 approuvant les statuts de la SONES, laquelle avait été créée par la loi de 95, la loi 96 de création de l'ONAS et le décret organique de celui-ci, et alors les décrets de 98 d'application de la loi de 95 du code de l'eau. Là, c'est évidemment une traduction de l'organisation institutionnelle et organique du secteur qui évolue. Donc c'est en fonction des évolutions futures, la modification sera apportée. Et puis cadre contractuel du secteur avec deux documents importants qui sont donc le contrat de concession de travaux publics et de gestion de patrimoine avec la SONES et le contrat d'affermage du service public de production et distribution d'eau potable entre l'État, la SONES qui est partie prenante à ce contrat, et l'opérateur privé qui est la SDE. Alors, en termes de mise en œuvre et de modification, au niveau du cadre légal sectoriel, on gagnerait en efficacité très clairement à clarifier et à mieux organiser les régimes de services publics, le régime de la concession, le régime des biens et des investissements, le régime fiscal lié à cela, puisque dans le courant des dernières années, il y a une série de problèmes fiscaux qui sont apparus. Il y avait même une clause d'exonération fiscale de certains investissements qui se trouvent dans le contrat de concession de la SONES, mais qui évidemment n'est pas opposable, n'a pas beaucoup d'efficacité puisque c'est au niveau contractuel. Si celle-ci s'était trouvée au niveau légal, il y a beaucoup d'énergie qui aurait pu être économisée dans les problèmes, notamment de TVA, qui ont été connus. Donc, meilleure clarification des typologies de recettes, du régime fiscal des investissements et des différentes recettes, taxes, redevances ou autres. Clarification aussi nécessaire, à mon sens, du régime de la concession, puisque c'est un cas classique. On se retrouve avec une historique de régime concessionnaire issu des systèmes d'avant l'indépendance, ou les indépendances, puisque c'est plusieurs pays qui sont concernés par cela. Et puis, il y a un petit peu des vides juridiques, et alors on a une difficulté à utiliser les concepts, on ne connaît pas pleinement les tenants et aboutissants de ces régimes. Il y a classiquement de l'eau a entretenu cette confusion, donc il y a place non pas pour une rupture là-dedans, mais pour une clarification qui facilite et qui sécurise l'exploitation et le fonctionnement sectoriel en aval. Il y a alors ce monument permanent qui sont les lois sur les domaines publics et privés de l'État, qui sont codes qui, dans presque tous les pays de la sous-région,
sont extrêmement difficiles à modifier et on est toujours en attente d'une réforme de ces codes qui ne vient pas. Dans le secteur de l'eau, et c'est tout à fait légitime, donc la plupart du temps, la ressource est évidemment dans le domaine public, mais les installations y sont également, et en définitive, avec les régimes du Code civil d'accession, tout le patrimoine est dans le domaine public. Donc il faut simplement savoir que si on veut un jour évoluer, j'y reviendrai tout à l'heure, vers des régimes qui permettent des petits segments de propriété privée, il y a une modification légale à faire à ce niveau-là. Alors, élément aussi très important, c'est l'organisation de la régulation. Donc, on y a déjà fait référence dans l'exposé. Aujourd'hui, il n'y a pas eu une grande clarification des différentes missions de régulation et de contrôle. Il y a la SANES qui est partie prenante au montage et au contrat de la SDE. Donc, on a fondamentalement une régulation qui a été organisée au niveau contractuel. Et est apparu chez presque tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés depuis quelques jours, le souci qu'il y ait à l'avenir un arbitre extérieur qui puisse faire l'arbitrage de certains problèmes, de certains conflits. Donc il y a la place pour la mise en place d'une régulation autonome qui est donc la mise en place d'un acteur qui n'est pas jugé parti, qui n'est pas dans la chaîne de valeur des secteurs, qui n'est pas un acteur au niveau de l'exploitation et donc qui est tout à fait externe. Plusieurs contributions ont été enregistrées à la suite de la présentation de l'étude. Parmi les intervenants, signalons les représentants de l'Agence française de développement, mais aussi de la Banque mondiale. Nous souhaitons, dans la réforme qui vient, rester dans quelque chose qui soit satisfaisant, qui soit un nouveau modèle. Qu'est-ce que nous voulons obtenir? Nous voulons obtenir la qualité du service, nous voulons obtenir un maintien des coûts, nous voulons obtenir la viabilité du secteur, tant il est vrai, comme vous l'avez rappelé, que l'eau est un don de Dieu, mais il faudrait rajouter qu'en revanche, les tuyaux qui la transportent sont de la responsabilité des hommes. C'est donc là ce qu'il faut obtenir. Alors, deux choses. D'une part, il se dégage, et je m'y joins, un vrai consensus à la fois sur la réforme et sur les objectifs de la prochaine réforme. La deuxième chose, c'est que nous souhaiterions, et je crois que nous allons tous être d'accord pour le souhaiter, il faut que la réflexion reste la plus ouverte possible, il faut que nous fassions tomber tous nos a priori, et que les gens qui nous conseillent, en l'occurrence, dans un premier temps, là, les consultants, abordent ce problème de façon large et donc sans idéologie préconçue. Je voulais simplement insister sur l'importance qu'il convient d'accorder à deux aspects dans l'étude, c'est-à-dire l'aspect technique, en termes de pouvoir dès à présent voir quelle est la situation actuelle du secteur et en fonction de l'évolution prévisible de la demande en eau, de pouvoir se projeter sur les solutions techniques qui vont permettre dans le moyen et le long terme de développer le secteur. Et à cet égard, j'ai bien aimé la fin de l'exposé de Fadel, qui disait c'est quoi l'avenir de l'alimentation en eau potable de Dakar dans le long terme. Parce que ça pourrait effectivement être la désalinisation de l'eau de mer ou des eaux saumâtres qui ne sont pas loin de Dakar, parce que certaines nappes sont en train d'être crevées à cause de l'intrusion saline. Donc toutes ces solutions techniques mélangées à ce qui se fait aujourd'hui devrait permettre demain de répondre à la demande croissante en eau avec des coûts raisonnables. Donc l'aspect analyse technique de manière à pouvoir maîtriser demain l'ampleur des investissements qui seront nécessaires pour développer le secteur sera déterminant dans le choix des options de réforme. Et en revenant à l'exposé du consultant, on a fait des propositions sur comment faire évoluer le curseur entre les fonds publics du type concessionnel ou mixte et les fonds du type privé. Bon, il se dégage déjà une option ou un 2 tiers, 1 tiers, suivant la présentation du consultant. Mais je pense que quand on aura visité davantage ces aspects-là,
ce sera plus clair pour voir quelle est l'ampleur de ces financements et en fonction de ce qui va sortir sur un autre instrument tout aussi important, c'est-à-dire le modèle financier, qui va prendre quoi en charge. Et à partir de là seulement, on pourrait se projeter sur des scénarios. C'est-à-dire cet aspect analyse technique, besoin d'investissement à court et moyen terme. On ne sera pas aussi précis, mais approcher ces aspects de manière à avoir le plus d'informations à cet égard, au plan des besoins d'investissement, et bâtir de manière précoce le modèle financier du secteur, qui va nous renseigner en fonction des types de financement qui seront mis en jeu, quels sont les reflux en termes de résultats sur finalement le tarif. Parce qu'on s'est déjà mis d'accord dès la première réforme que le secteur de toutes les façons sera autonome en dehors des finances publiques. Que ce soit des fonds qui demain seront rétrocédés ou que ce soit des prêts directs de l'opérateur privé ou de la SONES. De toutes les façons, le secteur doit prendre en charge ces investissements. Et ceci par le biais du tarif, tout le monde le sait. Donc, je ne vois pas très clairement dans le chronogramme de déroulement des études au niveau des étapes, quand est-ce qu'on va disposer de ces informations au plan technique, nous projeter un peu sur ce qu'il y aura à faire, parce qu'aujourd'hui, les principaux acteurs du secteur aujourd'hui, et ça ressort d'ailleurs dans les tableaux d'analyse du consultant, que les investissements par rapport aux chiffres d'affaires sont extrêmement élevés. Mais nous sommes en train de sortir d'une étape d'investissement massif pour faire face à des déficits très importants de l'alimentation en eau potable de Dakar, qui représente 2/3 de l'exploitation de la SDE et qui se trouve à 270 km de la source principale aujourd'hui, le lac de Guiers, qui lui-même se trouve à 100 mètres de hauteur géométrique plus bas par rapport aux collines de Thiès. Donc on a fait des investissements extrêmement importants aujourd'hui pour pouvoir faire à cela et nous créons des capacités additionnelles de transit qui vont servir sur le long terme. Donc nous n'aurons pas dans le moyen et le long terme à renouveler des investissements aussi lourds. Et c'est ça qui fait dire à beaucoup de gens qu'on peut être optimiste sur des formules de concession où on transférerait une part, je ne dis pas le tout, des investissements d'extension vers le futur opérateur privé, une part, parce que les grands investissements de croissance pour aller chercher l'eau à des distances aussi importantes que le lac de Guiers sont en train d'être réalisés. Comment on est passé du projet dite phase intérimaire qui ne concernait que le déficit au projet sectoriel eau? C'est parce qu'on s'est dit simplement que apporter plus de 70 000 m3 jour en plus dans une ville, ça engendre forcément une augmentation des besoins d'évacuation et de traitement des eaux usées. Et on avait un réseau, on l'a dit, d'assainissement qui était très pauvre, qui n'avait aucune capacité, qui n'était réseau d'assainissement que de nom dans certains endroits. Nous nous sommes dit, nous Sénégalais, qu'on ne pouvait pas nous permettre, pas ce luxe, mais ce problème-là. Certains bailleurs de fonds d'ailleurs nous ont dit, avant qu'on leur expose notre désir d'étendre l'appellation du projet, nous ont dit, écoutez, vous avez un projet très beau, bien défendable, mais nous ne pouvons y participer que quand il y a un volet d'assainissement, même si ces bailleurs de fonds n'acceptaient pas de financer l'assainissement. Et donc, nous avons rajouté la composante assainissement, et nous nous sommes dit aussi, nous allons taper beaucoup sur le lac de Guiers. Le lac de Guiers qui est très névralgique, qui est une ressource d'eau de surface, qui vient d'un cours d'eau partagé, qui est trop sollicité par différentes activités, l'eau potable, l'agriculture, les rejets, beaucoup de problèmes. Et nous nous sommes dit, compte tenu de ces différents intervenants, compte tenu du niveau de pollution des eaux souterraines, il était quand même nécessaire aussi d'avoir une meilleure connaissance de l'ensemble de ces ressources-là. Et on y a ajouté une composante ressources en eau. Et le projet est passé de phase intérimaire à phase sectorielle eau. Nous avons été beaucoup accompagnés tout au début, par la Banque mondiale, par l'AFD, surtout les deux principaux bailleurs de fonds là, avec lesquels nous avons travaillé jusqu'en 1995. Et c'est à partir de cela
qu'avec ces 2 bailleurs de fonds, nous sommes allés vers les autres pour leur expliquer ce qu'on a fait, le résultat auquel on est abouti, les montants qui étaient nécessaires pour la réalisation de notre projet et montants pour lesquels ces 3-là, que sont le Sénégal, la Banque mondiale et l'AFD, ne pouvaient pas faire face. Les autres nous ont accompagnés compte tenu de la pertinence du projet et de ses objectifs. Les points forts de cette réforme et de ce projet, c'est, quelqu'un l'a dit, M. Faye, l'équilibre financier. Parce que malgré le déficit qu'on avait, malgré le service médiocre qu'il y avait des augmentations chaque année et des pointes qui sont allées jusqu'à 12% sans viser aucun équilibre financier. Nous, on a dit dans cette réforme, il faudrait qu'il y ait quand même une vérité de prix, mais basée sur quelque chose. Et cette chose-là a été un élément fort, qui est un modèle financier qu'on a bâti, qui sert un peu de régulation. L'assainissement, vous l'avez constaté, a été le parent pauvre avant la réforme, a été le parent pauvre après la réforme dans le projet sectoriel eau. Nous avons essayé de redresser dans le projet au long terme, parce que les 2 premières années, ce n'est que vers les 4 ou 5 derniers mois de la réforme, de l'étude, qu'on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire de l'assainissement. Comment nous en sommes arrivés à ce que je dirais une réussite. Aujourd'hui, vous aurez une tâche très difficile, vous les consultants. Parce que moi, je sais, je suis convaincu que ce que nous avons fait est bon. Mais je suis convaincu qu'on peut faire mieux. Donc, il est plus facile de bâtir quelque chose que d'améliorer quelque chose. Et nous vous appelons à améliorer. Donc, avec nous, hein, donc, ne vous en faites pas. Ça ne va pas être facile, mais je pense que vous en arriverez. On est arrivé à ce niveau de performance parce que nous avions un comité de pilotage très fort parce que composé d'hommes qui avaient des ressources, des capacités très élevées, fort parce que les pouvoirs publics lui avaient donné des pouvoirs très élevés. Excusez-moi de la répétition. Parce que pendant 2 ans, ce comité d'experts a travaillé sans aucune injonction de l'État, des autorités publiques. Pas une seule fois, le comité n'a fait une proposition qui n'a pas été approuvée sans aucune modification. Pendant 2 ans, toutes les propositions qui ont été faites par le comité ont été approuvées par les autorités, jusqu'à la signature du contrat de fermage. Les débats qui ont suivi ont porté sur des points essentiels, tels la gestion des ressources en eau, l'application du code de l'eau, le renouvellement du réseau de collecte des eaux usées, etc., etc. Parce que sur le plan de la législation, il y a quand même des dispositions qui ont été prises par l'élaboration d'un code de l'eau depuis 1981, mais également le projet a bien soutenu les aspects réglementaires par la mise à place de décrets d'application de ce code, notamment la mise en place du Conseil supérieur de l'eau, mais également des décrets concernant les autorisations et la police de l'eau. Cependant, j'ai un problème, c'est-à-dire que pour ce qui concerne les aspects approvisionnement en eau potable, il y a bien un horizon qui est dégagé et une certaine vision qui est dégagée de manière claire dans les années 2015, 2030, etc. C'est très clair ce que nous voulons avoir. Pour ce qui concerne l'assainissement, il y a toujours cette absence de bonne visibilité pour l'avenir. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Je reviendrai uniquement sur l'exposé de la méthodologie du consultant pour faire 2 remarques ou bien 2 questions. C'est d'abord sur la situation actuelle. Moi, j'avais cru comprendre qu'en fait, notre demande était aussi une analyse de la réforme actuelle dans l'état des lieux. Il est vrai qu'on sent que le consultant a une connaissance parfaite de la situation actuelle, de par peut-être des études antérieures qu'il a eu à faire, mais il est important que dans la méthodologie, qu'il partage cette connaissance avec le comité de pilotage, parce que dans la forme, en fait, il s'agit d'analyser la situation actuelle, montrer un peu les limites, hein, de voir un peu qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché, s'il y a des points forts et des points faibles.
Même si le consultant le sait, je pense qu'il est bon que ce savoir soit partagé avec le comité de pilotage. Et là, je glisse sur la deuxième remarque. Je pense aussi que notre demande était un peu d'analyser. C'est vrai que je l'ai vu vers la fin de l'exposé, les différents schémas que nous pouvons, en tout cas, qui sont expérimentés de par le monde, pour en donner un peu les points forts et les points faibles, et ensuite essayer d'adapter, de donner un peu la réalité sénégalaise. C'est ça qui permet au comité de pilotage, avec un inventaire exhaustif des investissements et une ébauche de modèles financiers, de faire un choix. Si on prend les critères macro, nous savons que la source, l'essentiel de l'eau proviendra à moyen terme hors de Dakar, à 200 km de Dakar, donc des coûts de transport élevés. Nous savons que la source qui est le lac de Guiers est menacée de pollution. Même si la situation n'est pas encore critique, cela veut dire quand même que les coûts de traitement sont assez élevés et pourront augmenter dans le temps. Nous savons également que nous avons mis en place une politique qui consiste à toucher le maximum de populations pauvres, notamment par les branchements sociaux, et que vous avez indiqué que ces gens-là sont financés, donc une partie du coût est supportée par les tarifs des gens les plus riches, si on peut se permettre ainsi. Donc, comment faire pour avoir un équilibre financier durable dans ce système de tarification qui touche pour la plupart des gens qui ont des revenus assez limités et avec une eau qui provient de très loin avec des coûts de traitement. Alors, comment faire pour préserver cet équilibre dans un système où il faut étendre le périmètre? Parce que également, on parle d'hydraulique urbaine, mais le Sénégal aussi est une nation. Bon, on a mené une étude pour transférer des centres vers l'hydraulique urbaine. On a mené des enquêtes. Bon, certaines populations sont réticentes et on veut limiter le transfert. Moi, je n'étais pas tout à fait pour cette idée, dans la mesure où ceux qui sont à Dakar n'ont pas choisi à être à Dakar. On leur impose un système de tarification. Si l'État pense que le meilleur système pour régler le problème d'une localité est de l'insérer dans le périmètre de la SONES, on ne devait pas se préoccuper trop de la vie de la population qui, en cas de problème, n'est là que pour pointer d'un doigt accusateur de l'État pour dire on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau. Et à ce moment-là, c'est toute la responsabilité de l'État qui est engagée. Autre temps fort de cet atelier, les exposés présentés par les différents responsables des agences d'exécution nationale. A commencer tout d'abord par l'exposé de Mme Antasek, directrice de la gestion des ressources en eau. La stratégie de gestion des ressources en eau repose sur les 3 axes suivants. Une meilleure connaissance de la ressource, la surveillance et la modernisation des outils de gestion et la définition d'une politique de gestion équitable et rationnelle. Meilleure connaissance de la ressource, d'importantes études ont été réalisées dans le cadre du projet sectoriel eau. Parmi eux, nous a permis d'avoir une meilleure connaissance de la nappe du Maastrichtien, qui est la plus utilisée, et a permis de bâtir un modèle mathématique global, qui est un outil de gestion prévisionnelle de la ressource et qui nous permet de suivre l'évolution de la ressource. Il y a l'étude bathymétrique et limnologique du lac de Guiers, réalisée également dans le cadre du projet sectoriel eau. Cette étude a permis de faire le bilan diagnostique du lac de Guiers et les études ont porté sur la bathymétrie du lac, sur l'hydrologie, sur l'hydrobiologie du lac de Guiers et nous a permis quand même de gérer le lac avec moins de risques parce que nous avons une meilleure connaissance de cette ressource. Vont être menées dans le cadre du projet eau à long terme. Il y a l'étude hydrogéologique de la bordure sédimentaire. Je disais tantôt qu'on avait bâti un modèle mathématique pour la nappe profonde, mais il faut reconnaître que la partie orientale de la nappe profonde du Maastrichtien n'a jamais fait l'objet d'études précises. Des forages y ont été réalisés dans le cadre du programme spécial de l'hydraulique et aujourd'hui on assiste quand même à des venues de sable
dans ces forages-là, tout simplement parce que c'est une zone qui n'est pas bien connue et on gagnerait beaucoup donc à faire cette étude pour mieux connaître la zone. Cette étude nous permettra d'élaborer un cahier des charges du lac de Guiers qui va définir les rôles, les obligations des différents acteurs et également les normes à respecter par les différents acteurs parce que le lac fait l'objet d'usages multiples et les intérêts sont souvent divergents. Le premier programme d'investissement, comme vous savez, c'est le PSE qui a mobilisé 16 milliards CFA. Donc, il a servi rapidement à orienter donc, la stratégie vers des points clés. En fait, aujourd'hui, le premier grand projet, c'était donc la station d'épuration de Cameroun, qui est la principale station du pays. Et le projet consistait justement à la réalisation d'une unité de traitement tertiaire et la mise en place d'une conduite de refoulement entre la station d'épuration et le golfe de Technopole, parce que donc, une partie de l'eau épurée devait servir justement donc, aux différents vergers qui gravitent autour de la station. Et enfin, il y a une activité importante, c'est la réhabilitation et la pré-extension de la station, en tenant compte justement de la saturation volumique et effectivement, ce programme d'extension, le programme de réhabilitation et d'extension devra tenir compte, en fait, et une solution effectivement pour régler ce problème de saturation de la station. Donc, c'est un marché de 3,8 milliards, financé principalement par la Banque mondiale. La mise en œuvre du projet, la date de mise en vigueur du projet était le 23 juillet 2002 et il est censé terminer à la fin du mois de janvier 2004. Donc, à la fin du mois de janvier 2004, le projet devrait être normalement terminé. Donc, quelques ouvrages de ce chantier. À gauche, vous avez le nouveau décanteur primaire qui a été mis en place et à droite, on des sablés dégraisseurs, neuf qui a également été construit. Nous avons également mis l'accent sur l'assainissement de la ville de Rufisque. Donc, il s'agissait en fait de réhabiliter les réseaux existants et de faire des extensions de réseau également. Mais ce qui est important, c'est que Rufisque est un petit peu spécial parce qu'en fait, l'exutoire de tous les réseaux d'eau usée qui existent, c'est les différents canaux à ciel ouvert. Donc la solution consistait donc non seulement à réhabiliter ces réseaux-là, mais à construire des gros intercepteurs qui vont se charger d'intercepter ces différentes arrivées d'eau qui initialement arrivaient sur les canaux, donc pour les drainer vers les stations de lagunage à travers 3 stations de pompage. Donc il y a 3 nouvelles stations de pompage qui sont en train d'être construites. Donc ils seront chargés de relever ces eaux et de les envoyer à la station d'épuration. Et évidemment, donc, il y a un programme de financement social qui accompagne le programme de réhabilitation et d'extension de réseau. Pour le directeur général de la Sénégalaise des eaux, la réforme de 1995 est positive à tout égard. En témoignent les résultats satisfaisants obtenus par sa société. Il a ainsi insisté sur le fait que la qualité de l'eau s'est améliorée de façon très sensible et le service est désormais tourné entièrement vers la satisfaction du client. Et on a choisi comme support notamment de s'organiser en fonction de la norme ISO 9001 version 2000, qui est une norme de management international. Et SDE a été la première société sur le continent à être certifiée selon ce standard de management de la qualité internationale. Je crois que c'est une bonne reconnaissance de tout le travail qui a été fait par les collaborateurs de SDE. Alors je vais vous passer les détails. Par contre, quantité de l'entreprise, des indicateurs de performance qui permettent de contribuer à l'atteinte des objectifs globaux. Et la clé finale, c'est que chaque collaborateur, au niveau individuel, a son propre contrat d'objectif qui permet d'évaluer son efficacité à lui. Maintenant, chacun sait pourquoi il travaille et comment il contribue à l'organisation globale. Et comment il contribue en fait à la bonne utilisation des centaines de milliards de francs CFA qui ont été injectés dans le secteur. C'est bien de mettre de l'argent, mais encore, il faut être sûr que c'est utilisé sur toute la déclinaison. Pour montrer quelques exemples, notamment au niveau du rendement de réseau, ça a été bien abordé. On a gagné au niveau
du territoire national près de 12 points, 12 points depuis la prise de service. Ce qui représente une économie annuelle de 12 millions de mètres cubes. C'est à peu près l'équivalent de la production de NIT et KMS. Donc en termes d'économie d'investissement, c'est colossal. Ça, je dirais que le niveau de rendement de réseau, alors aujourd'hui, effectivement à la fin 2002, nous étions à 78,4 quelques. Aujourd'hui, au dernier bimestre, nous sommes à près de 80%. Je ne connais pas d'autres pays à travers le monde qui, au niveau national, dans un environnement comme celui du Sénégal, puissent atteindre ce niveau de performance. Ni un État américain, ni un pays européen. Donc on peut être très fier de cette performance. Quant au directeur général de la SONES, il est revenu sur les objectifs de cet atelier, mais surtout sur les contours de la prochaine réforme, notamment dans ses dimensions sociales. Cet atelier, en fait, est un préalable pour une réflexion que nous avons commencé à développer pour voir un peu, après la fin du contrat d'affermage, quel sera le choix institutionnel qui sera opéré par les autorités pour qu'on ne perde pas de temps. Donc si on déclenche la réflexion 3 ans en fait, avant la fin du contrat d'affermage, c'est pour pouvoir examiner le problème sous tous ses angles et pouvoir donc prendre, en tout cas faire prendre par l'autorité la décision la plus judicieuse pour le Sénégal. Donc l'atelier de ce matin nous a réunis simplement pour lancer la réflexion qui va se mener dans les jours, les mois à venir, qui va passer en revue l'ancienne réforme institutionnelle sur laquelle nous sommes installés aujourd'hui et qui avait conduit à la création de 3 entités distinctes, la SONES qui s'occupe de la recherche de financement et de la mise en œuvre des investissements nécessaires au secteur de l'hydraulique urbaine, l'assainissement, l'ONAS donc qui s'occupe de l'exploitation de l'assainissement, et la SDE qui est une structure privée qui assure donc la distribution de l'eau. Donc c'est cette réforme-là qui est actuellement en cours et qui va se terminer donc en avril 2006. Pour ne pas être pris de court en avril 2006, nous lançons la réflexion dès aujourd'hui et que la réflexion devra nous permettre de voir quel est le schéma institutionnel le plus approprié par rapport aux axes tracés par le gouvernement, par le chef de l'État. J'en veux pour preuve, la réforme devra nécessairement tenir compte du programme de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire faire accéder l'eau à toutes les populations et à un coût plus avantageux pour les ménages. La réforme devra également permettre de savoir quel sera le comportement du tarif de l'eau, étant entendu que son comportement devrait être parallèle aux options de lutte contre la pauvreté dans ce pays. La réforme devra également permettre de répondre à la question de savoir si le système d'affermage dans lequel nous sommes aujourd'hui et l'expérience que nous avons après 7 ans, si c'est un système qu'il faut parfaire, ou alors la réforme devra nous permettre de savoir s'il faut aller vers un autre régime. Je pense à la concession, je pense à d'autres régimes qui installeront un opérateur privé avec la possibilité d'opérer les investissements, d'assurer l'exploitation. Mais ça, on n'y est pas encore. Pour le moment, nous commençons à réfléchir et nous allons, au fur et à mesure des réflexions, habiller tous les scénarios qui vont être présentés à l'autorité et permettre de pouvoir, en dernier ressort, choisir le meilleur schéma institutionnel pour le Sénégal. Plusieurs participants ont pris la parole à la suite de ces différents exposés. M. Mamadou Dia de la SDE est revenu sur le contrat d'affermage liant l'État du Sénégal à la Sénégalaise des eaux, tout en affirmant que toute réforme devra tenir compte des capacités financières des usagers. Aujourd'hui, il faut tenter à chaque instant de se conformer à l'environnement du pays, à un certain nombre de problèmes liés au pays pour construire un schéma. Parce que si on part du premier schéma, on a dit que c'est de l'affermage. Mais on peut y ajouter que c'est de l'affermage concessif, puisqu'il y a quand même obligation d'investissement pour 14 000 compteurs, 6 000 branchements, 17 km de conduite. C'est parce que nous avons voulu être imaginatifs. Je pense qu'un des enjeux importants, c'est la capacité des Sénégalais
à réfléchir en synergie avec le bureau chargé de conduire cette étude afin d'arriver à un schéma adapté aux conditions du pays. Et un des enjeux importants aussi, c'est le tarif. Je pense qu'aujourd'hui, on en a parlé, si on dit que nous avons un tarif moyen de 0,65 $ US, qu'aujourd'hui on a un ratio de 1% du PIB, ça veut dire que donc on va vers un plafonnement de la capacité à payer des usagers. Donc la réforme devra tenir compte de cela pour asseoir un schéma, pour asseoir d'abord des mécanismes de financement en partant de ce que disait tout à l'heure Matar Fall, quels sont les besoins d'investissement, ces besoins d'investissement, par quel mécanisme nous devons les financer, et ces mécanismes de financement, quels sont leurs impacts sur les tarifs. De son côté, le coordonnateur du projet eau à long terme, M. Mohamed Fadel Ndaou, a estimé que la participation financière des populations à la politique d'assainissement devrait être revue. Et M. Ndaou de se demander si la politique de subvention croisée est viable. L'enjeu du futur, c'est de trouver maintenant la proportion entre, donc, est-ce que l'État va continuer à subventionner une subvention d'équipement, même si on ne le dit pas, et quelle est la part que l'usager va continuer à prendre en charge. Donc tout l'enjeu se situe, pour l'eau potable en tout cas, à ce niveau-là. Et comme l'a dit Matar Fall ce matin, donc, en réalité, la seule manière de répondre à cette question, c'est d'avoir une idée du montant des investissements requis pour véritablement s'asseoir autour de la table et discuter sur la manière dont ces investissements-là seront pris en charge. Pour l'assainissement, le problème se pose également de la même manière. Jusqu'à présent, pour l'assainissement, c'est le contribuable, c'est l'État qui finance les investissements. Compte tenu de la stratégie de développement de l'assainissement basée sur l'assainissement autonome, est-ce qu'il ne faut pas trouver un moyen justement d'augmenter encore la part de l'usager dans le financement des investissements? C'est une question qui est posée. Aujourd'hui à Dakar, bon, je pense que la capacité de payer des populations, souvent, je pense qu'il nous manque de nous la volonté de faire payer les gens, je pense, dans une certaine mesure. Parce que dans certains quartiers dits pauvres, si vous vous promenez à l'intérieur de ces quartiers, les gens construisent de très belles maisons et investissent dans l'immobilier des sommes assez importantes. Donc aujourd'hui, compte tenu de la nouvelle stratégie de développement de l'assainissement autonome, avec toutes ces coopératives qui se développent et le prix du mètre carré à Dakar qui augmente de manière extraordinaire, donc ça veut dire qu'il y a une capacité résiduelle de payer qui est là et qui n'est pas captée. Et que donc, à la limite, je pense qu'il faudra faire très attention en faisant des comparaisons du chiffre d'affaires du secteur par rapport au PIB. Parce que c'est trompeur. Donc ce sont des mécanismes comme ça qu'il faut faire très attention à ça. Il y a une capacité de participation cachée qu'il faudra véritablement identifier, parce qu'aujourd'hui, je pense que les consultants auraient intérêt à se rapprocher des coopératives, de la Banque de l'Habitat du Sénégal, etc., pour voir dans quelle mesure l'assainissement ne peut pas être financé par l'usager, parce que de toute façon, je ne pense pas que le financement par le contribuable, c'est-à-dire l'État, puisse être une option durable. Pour sa part, le représentant de la Banque mondiale, M. Matar Fall, a évoqué la question des maraîchers en se demandant notamment si les tarifs préférentiels dont ils bénéficient doivent être maintenus. Si on y rajoute la question des maraîchers dans la prescription du Cap-Vert ou dans la lettre de politique sectorielle, on a fixé le prélèvement des maraîchers à 11 000 m3 par jour. Ce qui constitue un manque à gagner terrible pour le secteur de l'eau, parce que ce mètre cube d'eau, il est fortement subventionné, il est vendu à 100 francs le mètre cube par rapport à un tarif moyen de l'ordre de 400 francs CFA. Donc c'est beaucoup d'argent qu'on perd. Et on voulait vraiment que ces maraîchers se déconnectent pour une bonne fois de notre système pour aller utiliser les ressources en eau de Pout-Sébikotane dans laquelle ils exercent leur activité. Mais étant donné que c'est également une autre activité de l'économie nationale et qu'il y a des emplois et toute une série d'autres aspects économiques qui s'y raccordent, on ne peut pas de manière brutale.
Et donc, dans la lettre de politique sectorielle, on a également dit que dans la gestion des ressources, qu'on va restituer à ces maraîchers de la presqu'île du Cap-Vert une partie des ressources que la SONES est en train actuellement d'exploiter quand les nouvelles usines de KMS seront mises en place. Ça également, ça voudrait dire que on va substituer des ressources qui sont proches et à moindre coût avec des ressources en eau qui se situent à une distance, à une très forte distance de Dakar. Donc cet aspect-là est vraiment très important dans l'évaluation des perspectives d'évolution du secteur. En ce qui concerne l'hydraulique urbaine, bon, je pense que tout le monde s'accorde sur le fait que, in fine, c'est le tarif en fait, de l'eau qui va être l'élément le plus déterminant dans le choix de l'option de réforme. Major Fall, modérateur des débats, a estimé de son côté que le chemin institutionnel est bon. Il faut cependant poursuivre la concertation en vue de trouver les meilleures réponses aux questions posées. Depuis ce matin, nous avons travaillé dans un climat qui donne des signes révélateurs de ce que la suite pourra être demain. Nous avons rassemblé ici aujourd'hui des bailleurs de fonds, des consultants internationaux qui, quand ils ne sont pas convaincus, sont parfois très têtus, des services publics et privés qui pouvaient s'entre-déchirer mais qui parlent le même langage, une administration qui est parfois très conservatrice mais qui aujourd'hui est très ouverte, ce qui a fait que, en tout cas, si nous continuons à dialoguer dans le sens que nous l'avons fait aujourd'hui, forcément, on va arriver à des résultats. Donc, je pense que cela est rassurant pour nous et pour vous. Nous avons constaté donc, à travers la journée, que nous avons un cadre institutionnel qui n'est pas parfait, mais qui est bon, qu'il faut parfaire avec beaucoup d'attention, qui est marqué par un secteur aujourd'hui assaini, bien que l'assainissement pose encore quelques problèmes, assaini et qui est bien géré quand même techniquement et financièrement, avec suffisamment d'autonomie financière, je veux dire, et même technique, mais qui est aussi accompagné par une administration qui a marqué sa volonté de développer le partenariat public-privé davantage. Même si ce qui est fait est une avancée par rapport aux autres pays de la sous-région, avec une impartialité parfaite jusqu'à présent. Parce que nous avions fait, quand on a fini de faire la réforme, un atelier sur les risques d'échec de ces réformes. Et aujourd'hui, on peut dire que tous les acteurs ont prêté une très grande attention à tous les indicateurs qui étaient désignés comme des risques d'échec de cette réforme. Et Dieu merci, on n'est pas tombé sur ces pièges-là. Il revenait enfin au directeur de l'hydraulique de clôturer les travaux. M. Diène Faye a profité de l'occasion pour remercier les différents participants pour leur contribution et s'est entre autres félicité de l'esprit dans lequel s'est déroulé cet atelier.